qui était Prita avant de commencer l'entrepreneuriat? Je dirais que j'étais une femme qui n'avait pas du tout confiance en elle. Donc j'avais pas d'amour propre, pas d'estime en moi et pas de confiance en moi non plus. J'aimais beaucoup les gens, j'avais beaucoup ce truc de vouloir aimer mon prochain. Et forcément, quand t'aimes que les autres et quand tu t'aimes pas toi-même, tu comprends toujours les autres, etc. Mais toi, au final, il y a personne qui te comprend, il y a personne qui t'aime parce que c'est à moi d'abord de le faire, tu vois. Et donc c'était très compliqué. Petit à petit, avec les coups de la vie et tout le reste, etc., je suis tombée très très bas. Alors je suis vraiment tombée 6 pieds sous terre pendant 3 ans. Et donc c'était vraiment ça, la personne que j'étais avant de réellement mettre un step dans l'entrepreneuriat. Comment tu faisais pour mener cette double vie, donc cette profonde souffrance dans laquelle tu étais, mais cette envie quand même de poser des actions? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une femme qui incarne littéralement la résilience, la discipline et l'action. Elle a commencé en faisant du henné à 15 ans avant de se lancer dans la vidéo. Puis, elle s'est lancée dans l'esthétique en faisant du cils, avant de devenir elle-même formatrice, puis formatrice de formatrices. Aujourd'hui, elle accompagne des femmes à se lever, à se lancer et à dépasser leurs peurs en posant des actions concrètes. À travers ses coachings et maintenant son podcast depuis peu, elle insuffle le courage et la structure à celles qui veulent réellement changer leur vie. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui, nous recevons plus qu'une entrepreneur. C'est une femme d'action qui inspire par son mindset et sa capacité à se relever, à mettre en place des projets qui impactent les autres. Bienvenue dans Aspire à inspirer, Rita. Comment tu vas? Ça va super et toi? Ouais, ça va. Toujours un peu stressée à chaque fois que je commence un podcast, Ah oui. mais je suis hyper ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. La présentation est incroyable. Ah, merci, c'est Incroyable. T'es c'est une tête gentil. pour faire. T'es littéralement faite pour faire le podcast. Merci, C'est c'est incroyable. trop gentil. Comme je te disais avant qu'on commence ce podcast, ça fait 5 ans maintenant qu'on se suit. Qu'on se connaît. Ouais, et qu'on se connaît. J'ai pu un peu voir, comment tu as évolué, ce que tu as pu faire et pour moi, c'était, pour cette première saison en tout cas qui met en avant, les personnes qui m'ont inspirée, c'était obligatoire que tu sois là. Donc merci encore une fois d'avoir, Merci à toi pour accepté l'invitation. cette invitation Bien sûr. et on va commencer tranquillement. Ok. Je t'ai présenté, mais il faut que, tu te présentes aussi à nos auditeurs qui Ok. qui ne te connaissent pas. Donc qui était Prita avant de commencer, l'entrepreneuriat? Waouh. Du coup, une personne qui n'a rien à voir en soi avec la version que là tu vois actuellement. OK. Il y a des trucs sur lesquels je suis encore pudique, tu vois, sur les termes un peu médicaux, etc. Mais je dirais que j'étais une femme qui n'avait pas du tout confiance en elle. Donc j'avais pas d'amour propre, pas d'estime en moi et pas de confiance en moi non plus. Waouh. Donc forcément, de toute façon, les 3 sont liés. Mmh. Par contre, j'aimais beaucoup les gens. En fait, c'est comme ça que je me caricaturais, quoi. Mmh. J'aimais beaucoup les gens, j'avais beaucoup ce truc de vouloir aimer mon prochain, OK. mais pas comme moi-même parce que moi, je m'aimais pas, tu vois? Donc je OK. les aimais que eux. Et forcément, quand tu aimes que les autres et quand tu t'aimes pas toi-même, Ouais. tu pardonnes tout, tu comprends toujours les autres, etc. Mais toi, au final, il y a personne qui te comprend, il y a personne qui t'aime parce que c'est à moi d'abord de le faire, tu vois? À ce moment-là, j'étais athée, je croyais pas en Dieu aussi. Mmh. Et donc c'était très compliqué. Petit à petit, avec les coups de la vie et tout le reste, etc., je suis tombée très, très bas. Alors je suis vraiment tombée 6 pieds sous terre pendant 3 ans. Waouh. Donc pendant 3 ans où je ruminais du noir littéralement avec des pensées pas très saines, quoi, Bien tu vois? sûr, je comprends. Et donc c'était vraiment ça, la personne que j'étais avant de réellement mettre un step dans l'entrepreneuriat. Sinon, j'étais quand même une fille qui était bien entourée de plein d'amis, proches de la famille, tu vois? Mais du coup, comment tu faisais? Parce que tu avançais quand même dans ta vie, il y a quand même l'école. J'imagine que tu n'as pas arrêté l'école, Ouais. pendant ces temps. Comment tu faisais pour, continuer à faire des choses, à te lancer? Comme tu t'es lancée d'ailleurs à 15 ans dans le henné toute seule. Comment tu faisais pour, mener cette double vie, cette profonde souffrance dans laquelle tu étais, mais cette envie quand même de poser des actions? OK. Alors de base, ce chapitre-là de ma vie où, comme tu le dis, j'étais dans une profonde souffrance et cetera, ça s'est pas forcément là tout de suite manifesté, lorsque j'étais par exemple, au lycée, OK. tu vois? Donc j'ai pu passer mon bac tranquillement et cetera et du coup, c'est à l'âge de quand j'étais en seconde que là, je me dis: «Bon, bah, vas-y, je vais lancer mon activité de henné». Parce qu'il y avait des galères, familiales, y compris financièrement, où c'était vraiment très compliqué, limite on pouvait même manger au Resto du Cœur et cetera, genre c'était chaud quoi, c'était compliqué et donc je me suis dit que, encore une fois, comme je suis assez hyper empathique et cetera, je voulais pas trop demander de l'argent à mes parents et j'étais jamais du genre de toute façon à demander quelque chose à mes parents.
Je me suis dit: «Je vais essayer de me débrouiller moi-même et comme ça, ils ont peut-être moins, enfin, en tout cas, Une une petite petite charge charge de en moins et moins. cetera». Ouais. Et donc moi, je me lance dans le henné à ce moment-là parce que, Mmh. bah, du coup, je suis d'origine indienne. Mmh. Ma mère, quand elle rentrait de l'Inde, elle ramenait toujours des cônes de henné dans la valise, tu vois? Ouais. Et elle avait fait ça un jour Mmh. et j'avais pris et puis j'avais testé et cetera parce que je suis quand même un peu artistique, j'aime bien l'art et tout le reste. Mmh. Donc je teste, je regardais des tutos YouTube, donc de façon autodidacte Mmh. et là, je me dis: «Pourquoi pas mettre ça dans le bon coin?» Parce qu'à l'époque, les réseaux sociaux, on les maîtrisait pas encore, c'était pas Mmh. encore à ce niveau-là, quoi, Mmh, tu vois? mmh. Et c'était l'époque où il y avait que les influenceurs de télé-réalité, je pense, qui étaient, eux, des influenceurs. Oui, Mais je pense que les influenceurs n'existaient même pas n'existe encore, je sais pas si tu pas, vois ouais, ce que je veux dire? ouais. Les filtres et tout, il y a rien qui Il y a existait. ouais. Et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, je vais mettre, mes affiches de henné sur le bon coin et cetera» et c'est Mmh. comme ça que petit à petit, bah, ça a commencé à prendre. OK. Après, j'ai ouvert un compte Instagram donc Henné Style à l'époque qui maintenant est Henné Lawson mais que j'utilise pas de toute façon, OK. où je commençais à mettre, des photos Pinterest, pour alimenter un catalogue, trouver des clients et tout le reste. Mmh. Et à côté, je continue l'école. Oui. Je passe mon bac petit à petit correctement et cetera. Ouais. C'est plus en seconde, après le bac quand je rentre en BTS, que même ma vie amoureuse du coup était différente parce Mmh. que j'étais célibataire, donc je rencontre un homme et cetera et le fait de, je pense, rencontrer un homme, heu, bien que du coup il ne s'est pas forcément comporté correctement, Oui. je pense qu'au-delà de l'homme que lui il était, je pense qu'en fait, sa présence en tout cas dans ma vie Mmh. m'a trigger énormément de blessures intérieures et de traumatismes que j'avais déjà de par, la manière dont j'ai grandi en tant que Donc petite ça fait fille du une coup petite fille, ouais. dans ma famille. Mmh Je mh. pense que ça m'a trigger plein de choses, tu vois? Mmh. Mais qu'à cette époque-là, je savais pas du tout comprendre, OK. que je savais pas du tout comprendre et cetera. Donc c'était pas tant par une relation amoureuse que j'étais en mode dépitée. Mmh. Ça a joué, je pense, ça Ouais. a joué comme un facteur qui m'a montré plein de schémas et plein de choses que je faisais et que j'étais et une Bien identité sûr. que j'avais qui en fait, bah, m'a littéralement, mis 6 pieds sous terre et cetera, tu vois? Mmh, mmh mh. Et ça en rajoute à plein de problèmes familiales Bien et sûr. cetera. Mmh. Bah, le BTS, j'arrive quand même à le valider, mais j'étais dans ma période où j'étais vraiment au fond, au fond, au fond, au fond, au Mmh mh. fond. J'arrive quand même à le valider, d'ailleurs, je savais même pas comment, tu vois? Vraiment, tu sais, moi, j'étais toujours la meuf qui voulait juste avoir mon 10. Ouais. Mon 10/20, après le reste, je m'en fous. Genre vraiment par rapport à Tu voulais juste l'école, passer, quoi. ouais, je voulais juste passer, j'étais jamais du genre à vouloir l'excellence, en tout cas au niveau du De scolaire, tu vois? scolaire, ouais. Alors que dans l'entrepreneuriat, c'est totalement différent, Ouais, ouais, tu bien vois? sûr. Mais ouais, comme quoi, quand on aime un truc, on agit vraiment différemment et bah, juste après, par contre, Mmh. lorsque tu dis: «Bah, comment tu as fait quand même pour gérer les 2?» Bien Bah, sûr. juste après le BTS, Mmh. je me suis quand même inscrite, mais je pense que c'était plus par, pas la pression des parents, mais de pas vouloir les décevoir et de continuer parce qu'on est là pour ça, tu vois? Ils nous ont Oui, ramenés en France pour ça et cetera. oui. Donc je continue, mais au fond de moi, je voyais que petit à petit, physiquement et psychologiquement, j'avais plus la force Mmh. d'entendre les cours, de faire les examens et cetera. Oui. C'était des écoles payantes en plus, donc j'avais payé par moi-même. Mes parents, ils étaient garants, donc on était partis à la banque, Ah signer et cetera. Ils ouais! étaient garants, mais du coup, je devais payer moi-même et tout le reste et je sentais que j'étais plus capable de pouvoir bien le faire, alors qu'on avait aussi payé. Et du coup, bah, c'est là où j'ai commencé vraiment à être en échec scolaire, OK, alors que moi, depuis que je suis petite, justement, j'ai jamais redoublé et c'était OK. mon objectif d'ailleurs, de jamais redoubler et ouais, quoi, de jamais redoubler, de Toujours toujours passer, validé. de toujours Ouais. valider et c'est toujours ce que j'ai fait. Genre, j'ai Mmh. jamais redoublé ou j'ai jamais pas validé une année. Même si je me OK. contentais à la moyenne, j'étais très maligne pour vraiment toujours passer, quoi, tu vois ce que je veux OK, dire? ouais. Et là, c'est ce moment-là où du coup, en fait, c'est pas finalement que j'étais en échec scolaire, c'est Mmh. juste moi qui allais plus aux examens, tu vois? Ah OK. Et le moment où j'allais pas aux examens, c'est parce que j'étais trop animée par l'entrepreneuriat à ce moment Mmh mh. et je faisais l'extension de cils et cetera. Bah, c'était le moment où j'avais justement commencé aussi la formation. C'était mes Mmh. premières années, tu vois? OK, OK. Parce que j'étais passée du henné et puis après j'ai commencé à faire de l'extension de cils effectivement quand j'étais en BTS et cetera OK. et c'est le moment où j'étais hype par ma formation et tout et à ce moment-là, j'étais en mode: «C'est bon, on vit qu'une fois». Genre moi, je voyais à quel point je souffrais, à quel point c'était compliqué et cetera donc je me suis dit que j'allais mettre pause sur les études. Mmh mh. J'avais rien dit à mes parents. Alors elle me disait: «Alors Prita, les examens, ça s'est bien passé et cetera?» mais je leur avais pas dit que, genre je m'étais pas réveillée pour le partiel d'anglais, que vas-y, que je commençais à Ouais. c'est bon, c'est bête parce que j'avais validé 50 Ouais. et l'autre, je devais juste me présenter. J'avais Ouais. écrit absent. C'est pas comme si j'avais révisé, que j'avais des mauvaises notes. Il y avait juste écrit Ouais. absent, en fait, tu vois? Et je pouvais faire les rattrapages, Ouais. mais je suis pas allée au rattrapage de ces 3 notes où j'étais absente. OK. Et j'étais partie moi à mes formations, faire mon argent, faire ma formation et tout. Non, ouais. Et petit à petit et au fond de moi, je savais que je voulais arrêter. Ouais. Et je réfléchissais de dingue, hein. Je réfléchissais à si j'allais faire la concession d'arrêter les études parce que c'est quand même une dinguerie et cetera. Qu'est-ce que je veux dire à mes parents? J'avais encore beaucoup cette peur Ouais. de me dire: «Mais qu'est-ce que mes parents vont me dire s'ils le Mmh. découvrent et tout?» Mmh. Donc je leur ai menti, je crois, pendant 1 an. Pendant 1 an? Ouais, pendant 1 an, je leur ai menti, mais je leur ai pas menti en mode: «Ouais, je vais à l'école» ou je Mmh, sais pas mmh quoi, mh. tu vois? Mais c'est quand même un mensonge. Ouais, Un ça petit non-dit, ça reste un mensonge, oui, tu vois? bien Donc je vais sûr. pas tourner autour du pot. Oui. Mais je leur disais: «Oui, oui, on verra et tout, j'ai pas reçu les réponses, nanani». Je disais ça comme ça pour amadouer le truc Bien sûr. et un jour, ils m'ont dit: «Mais tu les as pas fait, en fait?» Je dis: «Ouais, non».
Sauf que ça fonctionnait déjà bien financièrement pour moi, mais du coup, ils ont rien dit, tu vois? Ah OK. OK, OK. Mais c'est comme ça que ça s'est passé, au niveau, scolaire. Mais c'est vrai que mon état d'esprit m'a permis enfin mon état d'esprit, ma santé mentale à cette époque-là, je pense, m'a facilité le fait de pouvoir quitter aussi l'éducation nationale, Ouais. parce que c'était compliqué Ouais. et en même temps, j'étais passionnée par autre chose. Mmh. Mais il y a plein de choses, hyper intéressantes dans ce que tu as dit. J'aimerais rebondir sur l'aspect un peu, relation. On va pas s'étendre sur le sujet, OK. mais c'est quelque chose que moi aussi j'ai pu, ressentir. Pas forcément la présence d'un homme dans ta vie, mais même la présence d'une autre personne dans ta vie. J'ai l'impression que ça agit un peu comme un miroir. Ça veut dire que Mmh. s'il y a des choses que tu essaies de te cacher à toi-même, non, l'autre personne, elle va Mmh. pouvoir être un miroir vraiment pour te montrer que Ah non, oui. là, Ah déjà oui. la réaction que Mmh. tu as eue, c'est peut-être normal pour toi, Mmh. mais pour nous, c'est pas Mmh. vraiment très très normal. Donc c'est quelque chose, que j'ai appris aussi, avec mes premières, amies, donc les personnes que je vais Mmh. vraiment dire, amies, qui se sont vraiment, impliquées dans ma vie, pour me voir, changer parce que c'est aussi ça, pas des personnes qui vont, tout le temps dans ton sens aussi. Mmh. Donc, ouais, cet aspect-là, je voulais vraiment rebondir là-dessus. Ensuite, sur l'aspect un peu, risque, parce que tu as appris quand même, beaucoup, Tous les jours, c'est mon quotidien de prendre des risques. beaucoup de Mmh. risques. Donc arrêter l'école, c'est C'est un risque de dingue. exactement. Mis à part l'aspect, donc la pression qu'on peut ressentir des parents, donc que ce soit volontaire ou pas, Mmh. hein, en tant qu'enfant, on ressent toujours Bah, bien cette, sûr. pression-là. Mais c'est aussi une pression, sociétale de te dire: «Bah, l'école, ça reste quand même Aussi. toujours, Mmh. mentalement, la sécurité, Mmh. quoi». Tu te dis: Mmh. «Bah, même si c'est compliqué, vas-y, au moins j'ai mon diplôme», tu vois? Ouais. Mais, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a peur, tu vois, de se lancer dans quelque chose qui sort un peu, du Du cadre, cadre du classique. chemin, tracé, OK. Bah, en soi, moi, ce que je peux dire, c'est que déjà, moi, j'avais 2 pressions. OK. J'avais la pression du regard des autres Mmh. par rapport à la société. On est en France et j'ai l'impression qu'à chaque fois que quelqu'un se présente, bah, c'est, «Bah, salut, tu t'appelles comment? Tu fais quoi dans la vie?» C'est le Mmh. premier truc qu'on demande Ouais, et et les gens, bah, généralement, ils parlent directement de leur profession. ouais. «Je m'appelle nanana, j'ai X âge, je suis peut-être de X origine», Mmh. mais directement, j'ai l'impression que leur identité et leur personne, au pire, se qualifient directement par s'ils sont cadres ou pas, s'ils ont fait un bac+5 ou pas, s'ils sont Ouais. docteurs, s'ils sont ci, s'ils sont ça Mmh. et j'ai l'impression que ça caricature directement la personne, qui elle est, son intelligence émotionnelle, son niveau de revenu et plein de trucs, tu Ouais, sais? ouais. Et moi, ça me mettait une pression de ouf Mmh. parce que je savais que je voulais être quelqu'un de grand. Depuis que je suis petite, je sais que je veux être quelqu'un de grande, que je veux inspirer des gens, impacter des gens et cetera Mmh. et je me suis dit: mais quand je vais me présenter, je vais juste dire que j'ai fait un bac+2, un bac+3, tu vois?» Je Ouais. me dis, «Purée, si je m'arrête à là, de quelle manière on va me voir?» parce que ça, Mmh c'est plus la norme. mh. Mmh. Maintenant, avant encore faire un bac+5, c'était une dinguerie, Ouais. alors que maintenant, même avec un bac+5, on voit que c'est devenu un peu «la norme» entre guillemets. Ouais. Mais moi, c'était à l'époque où justement faire un bac+5, c'était vraiment, faut y aller, faut faire jusqu'au bac+5, tu vois? Ouais. Je sais pas, j'avais vraiment peur qu'on me voit comme quelqu'un que je ne suis pas, alors que je sais qu'au fond de moi, j'avais beaucoup de potentiel et tout. Mmh mh. Donc ça me frustrait et de 2 bah, la pression, des parents. Après, je l'avais Mmh. pas tant que ça, Mmh. c'est juste que voilà, c'est des parents asiatiques et cetera et moi, c'est plus par, respect par eux et pour tout ce qu'ils ont fait et cetera, tu vois? Parce Ouais, que je nous, on a comprends. grandi en Inde, on est des enfants d'immigrés, Ouais. on est venus en France par la suite. C'est Mmh. plus par rapport à ça que j'étais en mode: «Purée, comment ils vont le prendre? J'espère qu'ils vont pas être déçus tout de suite». Parce que dans l'entrepreneuriat, je savais que c'est pas tout de suite que j'allais leur montrer que j'ai fait le million, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'était compliqué. C'était par ces 2 choses-là que petit à petit, bah, j'ai pris du temps à réfléchir Mmh. et franchement, à ce moment-là, je voulais avoir des repères, donc j'écoutais des podcasts, je regardais des vidéos YouTube Mmh. et toutes les personnes qui avaient réussi, que je regardais, qui m'inspiraient aux Mmh. États-Unis, n'étaient plus allées à l'école, tu vois? Ah! Et c'est tout bête, mais moi, entre mes 4 murs, parce que j'entreprenais que de ma chambre, tu vois? Mmh. Je regardais tout ça et je me suis dit: «Tu sais quoi? Genre, s'ils l'ont fait, si eux-mêmes, en fait, ils arrivent à avoir une identité, à avoir une posture, à être fiers d'eux, à ne pas manquer de confiance en eux, Mmh. en ayant quitté le schéma classique», Mmh. c'est dur parce qu'on est qu'habitué à avoir ce schéma-là et à Mmh. vivre par ce schéma-là et Ouais. cetera et parce que moi, autour de moi, j'avais pas de représentation non plus. J'avais pas une copine qui l'avait fait et cetera. Donc c'était dur de prendre le risque, mais je l'ai pris rien que Mmh. parce que je me suis dit: «Vas-y, s'ils l'ont fait, je peux le faire Mmh aussi» et que mh. c'est je trouvais que c'était plus une question mentale, de surtout comment moi j'allais me voir, Oui. comment moi-même j'allais voir ma propre identité Mmh. au-delà de mes parents et de la société, comment moi-même j'allais me voir devant la glace après avoir pris ce risque. Est-ce que j'allais me sentir comme moindre parce que j'avais quitté le schéma classique Ouais. ou est-ce que j'allais vraiment me dire: «Je vais travailler pour développer cette confiance et cette autorité que j'aurai dans tous les cas» Mmh et mh. c'est dur de prendre ce risque alors qu'aujourd'hui tu es personne quand tu le prends. Tu Bien vois ce que je veux sûr, dire? ouais, bien sûr. Donc c'était vraiment plus par foi Mmh. et je pense que c'est plus, peu importe comment les autres ils nous voient, je Mmh. dirais comme conseil en tout cas pour terminer, que c'est important de savoir quel risque on prend et de se baser sur le principe de foi pour, s'attacher à
qui tu vas devenir, comment tu Mmh. vas faire travailler tes dons, tes talents, tes fruits de l'esprit, etc. Mmh. Pour plus tard, si aujourd'hui, en tout cas, tu les as pas encore. Mais Mmh. dans tous les cas, des risques, bah, faut les prendre, tu vois. Tu peux pas toujours les prendre quand tout est rose, OK. tu vois. OK. Mais ouais, c'est ce que je Quand dirais. tu parles du principe de foi, est-ce que c'est la foi en soi ou est-ce que c'est la foi en Dieu? Ou est-ce que c'est les 2 finalement? Je pense que si tu as foi en Dieu, tu as foi en toi aussi. Logique. Et après, peut-être l'inverse, ça ferait peut-être plus polémique, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont athées, scientifiques, Mmh. parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir foi en eux, mais c'est pas pour Mmh. autant qu'ils diront qu'ils ont foi en Dieu, tu vois? Mmh. Mais je pars du fait que pour les personnes qui sont croyants, je pense que s'ils ont foi en Dieu, ils ont aussi forcément foi en eux, parce que OK. Dieu t'aide à si tu as foi en lui, de par l'identité qu'il te donne et cetera, bah, du coup, tu as aussi foi en toi, tu vois? Ouais. Mais moi, au moment où je prends le risque, j'étais encore athée, en tout cas. Mmh. Si c'est la question? Si c'est un peu, Donc c'était vraiment en mode, j'étais une petite ouais. folle, je prenais mes risques, j'étais en mode, Mmh. mais oui, je commençais en tout cas à développer ma confiance en soi. Mmh. Et quand tu en vrai de vrai, ça a beaucoup été comme ça dans ma vie. Mmh. J'allais dire heureusement ou malheureusement, mais aujourd'hui, je suis juste reconnaissante de mon passé, je pense que je changerais rien. Bien Donc j'ai sûr. pas envie de dire malheureusement, Mmh. mais en soi, je n'avais pas de personnes qui croyaient en moi et en ma vision, Mmh. et j'en veux pas à mes parents parce que, bah, c'est des parents qui, eux, ont grandi dans un schéma Bah oui, classique, et c'est même nouveau. aujourd'hui, même à des jeunes, des fois, Mmh. quand tu leur dis: «Je publie des contenus pour, attirer des clients et tout», ils comprennent pas. Ils pensent que Mmh. tu es juste une influenceuse et que, tu sais, tu es une meuf qui a la dalle des vues, quoi. Ouais, Tu sais, ouais. limite, on comprend pas encore ce que c'est que Mmh. l'entrepreneuriat par les réseaux sociaux, le social media Mmh. marketing. Donc mes parents, au début, ils comprenaient pas forcément ce que je faisais. Ouais. Ils avaient juste peur pour moi de dingue. Déjà qu'ils voyaient que le monde, c'est déjà compliqué même quand Mmh. tu as un CDI, donc ils avaient juste peur. Donc ils me soutenaient pas du tout par rapport à ça, et comme je suis la petite dernière de ma famille, j'ai une grande sœur, un grand frère, et moi je suis la petite dernière. Mmh. Donc les petits, bah, on nous prend pas trop au sérieux, Ouais, quoi, tu vois? ouais. Particulièrement, tu sais, même quand tu es une petite, je pense même quand tu es africaine ou quand tu es asiatique, je pense que Ouais. c'est un peu la même C'est culture. un peu ouais. Ouais, bah, moi, ils me prenaient pas du tout au sérieux. Donc peu importe ce que je disais, tu vois? Ouais. Bah, on me prenait pas au sérieux. Pour revenir sur ce que tu disais, je pars du fait que comme on n'avait pas foi en moi Mmh. et qu'en plus on me minimisait, Mmh. en fait, j'avais pas le choix. C'est pas comme Que si de j'avais le choix, tu vois? réussir. En Ouais. fait, j'avais pas le choix que de réussir en soi, mais j'avais pas le choix que de croire en moi plutôt. Tu OK. comprends? Et je pense que ma foi, au moment où j'étais athée, en tout cas, je pense que ma foi s'est développée de cette manière. J'avais OK. archi pas le choix de croire en moi parce qu'il y avait personne qui le faisait. Donc si OK. moi je croyais pas en minimum en ma vision et en ma passion, Mmh. bah, il y aurait rien qui aurait pu faire, hein. Ouais, J'aurais rien développé si je me serais basée sur l'amour des autres ou l'aide des autres, y compris que ce soit de ma famille ou de mon Mmh entourage, mh, tu vois? mmh. Et d'ailleurs, je trouve ça dommage. Je sais pas si toi aussi c'est le cas, mais il y a plein de personnes qui se lancent pas parce que soit les amis vont pas les soutenir ou la famille, et ils vont se Mmh. dire: «Bon, bah, vas-y, c'est compliqué, vas-y, j'abandonne», tu Ouais, vois? ouais, ouais. Non, mais oui, c'est vrai. Après, moi, je pense que comme dans tout, hein, mais Mmh. surtout dans l'entrepreneuriat, je me suis rendu compte que le bon entourage, c'est Ah, c'est important, ouais. trop Mmh. important. C'est vraiment trop important. Il y a quelques jours, ici, je recevais, mon amie, Stécie OK. et ça m'a marquée parce que, à la fin de sa première expo, parce qu'elle s'est lancée, elle est devenue galeriste, elle a fait une expo, elle m'a dit: «Merci parce que vous avez alimenté ma foi. Sans votre foi, je sais pas si je me serais lancée» et de me dire genre: «C'est dingue». Petite anecdote d'ailleurs, peut-être qu'on va en revenir plus tard, Ouais. mais hier, j'étais au restaurant avec, une femme qui s'appelle Romaine, OK. et c'est la fondatrice de, Croque Me. Je sais pas si tu vois les Oui, je cookies et tout? connais de Ouais. ouais, Et ouais, avec ouais. son En avec plus, son je me chéri dis: «C'est Raphaël, grave la même Romaine». Romaine, oui, c'est ça. Ouais. Donc hier, je suis trop contente, c'est la première fois que je l'avais vue. On s'est dit sur tête pour là-bas aller manger un petit truc et tout. Ouais. Donc on est sortis manger un petit truc, et son activité, réussit pas mal, et Mmh. cetera. Ce qui est intéressant, c'est qu'entre femmes, on puisse aussi parler d'argent sans tabou, Mmh. bien sûr quand en tout cas, c'est dans une safe place et tout le Bien reste. C'est sûr, pas avec tout le monde, malheureusement, tu peux partager tes chiffres et tout bien ça, quoi. sûr. Tout le monde n'a pas les «meilleures intentions» entre Mmh. guillemets, et on discutait, on parlait plein de choses, y compris des relations amoureuses, de comment elle gère aussi cette casquette de mère de famille, puis tu sais, on parlait plein de trucs. Ouais. Elle s'était fixé un objectif, Mmh. genre là, sur le mois prochain, Ouais. et elle avait mis un certain prix, et quand on discutait, on j'étais en mode: «Mais on peut le mettre à ce niveau-là?» et cetera. Je Ouais. lui explique les arguments, il était en mode: «Bah, OK, bah, let's go, je m'aligne sur ça». Ouais. Genre vraiment, tu vois? Alors son Ouais. plan, il était déjà prévu de base. Mmh. Elle a changé de son plan et elle a augmenté, bah, aussi le chiffre d'affaires qu'elle attendait, en tout cas sur, le mois à venir, Waouh. et moi pareil, j'avais un certain chiffre d'affaires à faire, à Mmh. 6 chiffres, et moi je voulais le faire sur 6 mois. De base, je devais le faire sur 3 mois, Mmh. mais je sais pas, j'ai eu un peu peur, je me suis dit: Ouais, «Vas-y, je vais le tu faire sur 6 mois». optimiste, Ouais. ouais. Je me suis dit: «Vas-y, je vais le faire sur 6 mois», et après avoir quitté, ce rendez-vous, tant elle a augmenté, ses prix et l'objectif qu'elle voulait faire, financièrement aussi en termes d'impact et cetera, Mmh. pour se challenger, et moi pareil. Bah, du coup, je me suis fixé un objectif que je me suis fixé en 6 mois, en 3 mois, et rien qu'après une conversation avec une femme inspirante qui croit en toi et qui fait aussi elle le taf parce que, bah, elle fait le taf en fait, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Mmh. Et ça fait trop du bien. Mais comme quoi, certes, avant, j'avais pas le choix que de croire en moi parce que Mmh. j'avais pas l'entourage qu'il fallait ou qui me comprenait en tout cas, parce qu'aujourd'hui, c'est quand Ouais. même différent. Ils ont grandi, maintenant ils me comprennent, ils me soutiennent de fou, mes parents et Mmh. cetera, y a pas de souci.
Mais tant, ouais, aujourd'hui, je vois à quel point c'est quand même une nécessité et que limite, on doit se responsabiliser pour mieux s'entourer et avoir ces amis-là, tu vois? Ouais. Parce que ça a un impact de dingue. Ouais, non, Ouais. franchement, c'est ouf et là, ça me conforte encore plus, tu vois, dans l'existence même de ce podcast. C'est vraiment mon but, en fait, Mmh. que, des personnes puissent, avoir ce genre de conversation, voir les témoignages de personnes qui ont réussi, qui se sont lancées dans des domaines qui peuvent être, challengeants, que ce soit toi vraiment dans l'entrepreneuriat Ouais. et dans tes différents, domaines, dans la mode ou, dans l'art où c'est des domaines où ça te demande de prendre des risques et de croire en toi donc oui, non, franchement, même ce Ah, petit j'ai bout la m'a conviction. Il y a personne me qui doute, de toute fortifie. façon, que ton podcast va aider un maximum. Il y a personne qui doute. OK. Donc du coup, comme on l'abordait, tu as navigué un peu, entre le henné, la vidéo, les styles, les formations pour des Ouais. formateurs. Bah, quel était un peu le fil conducteur pour toi, dans tous ces changements? À quel moment tu t'es dit: «Non, je peux passer de ça à ça, je peux OK. développer», Quand je fais ça, quand je lance ce exactement, business et cetera. exactement. En vrai, c'est archi simple de ouf. OK. J'ai fait du henné. Mmh. Quand je fais du henné, je me suis pas dit: «Je vais faire du henné parce que j'aime ça ou je kiffe ça». J'aimais en soi, le fait de dessiner un peu l'art et cetera. Je trouve ça assez intéressant. Donc j'avais 15 ans quoi, tu vois? Et Mmh. quand je le fais, c'est pas parce que je me dis: «Je veux impacter le monde». Genre, c'est parce que je me dis: «Je veux faire de l'argent». J'ai Mmh. pas envie que mes je veux m'acheter mes Nike, Rush Run. J'avais acheté mes premières baskets moi-même. C'était des Nike Rush Run, je me rappelle, Ouais. à l'époque, alors que maintenant c'est hyper démodé. Mais c'était des Nike Rush Run que j'étais partie à la Défense, je me rappelle, et je me les étais achetés et tout. J'étais trop fière de moi. Mmh mh. J'avais pris en photo mes petits sacs, comme si c'était des sacs Louis Vuitton et tout. Ah, je te jure, j'étais trop fière de moi à 16 ans de m'acheter mes propres petites baskets et tout. Mmh. Et de là, en tout cas, c'était que pour l'argent. Mentalement, à cette époque-là, c'était vraiment que pour l'argent. Mmh. Petit à petit, je fais ce que je suis en train de faire, j'ai la niaque et cetera et tout. Je séchais quand même un peu les cours et cetera quand je le faisais. Puis après, je passais à l'extension de style. Pourquoi? Parce que je suis quand même jeune. J'étais mineure. Des fois, j'allais jusqu'à Garges-les-Gonesse, j'allais jusqu'à je sais pas où. Ah Et je OK. rentrais très tard la nuit, tu vois? Mmh. Et j'avais quand même une clientèle, qui m'invitait beaucoup à des mariages, tu sais? Ouais. Y compris la communauté musulmane, Mmh. parce que là-bas, ils font aussi beaucoup de henné et De cetera. Il y a des fêtes et cetera, Mmh. littéralement pour ça, dédiées à ça. Et je rentrais très tard, tu sais? Il y a le retard des mariés, ci, ça, nanani, Ouais. nanana. Donc limite, je prenais les derniers trains, je rentrais, mais c'était pas très safe. Mmh. Moi, à l'époque, encore une fois, j'étais très naïve. Tu vois? J'ai vraiment pris du temps dans ma vie à arrêter d'être naïve Mmh. et de comprendre que le monde est méchant et qu'il y a des hommes qui traînent dehors, mais je sais bien sûr, c'est pas tous. Et du coup, je me suis dit: «OK, ça en vaut pas la peine». Quand je sors et que je rentre, il y avait 12 heures qui étaient passées, tu vois? Donc j'avais Ouais. vraiment fait toute l'horloge. Mmh. Je me suis dit: «Bon, OK, c'est intéressant, je rentre avec mon billet», Mmh. mais je commençais à m'épuiser. Je me disais: «Bon, je peux faire plus d'argent», et même à cette époque-là, je commençais à limite le voir que même si je faisais de l'argent, c'est pas parce que je faisais de l'argent que, en gros, si ça me demandait trop de mon temps ou de mon épuisement ou que je sentais que je pouvais mériter mieux, que Mmh. j'allais continuer parce que je faisais de l'argent, tu vois? Mmh mh. Donc ça, c'est une mentalité que j'avais dès jeune, et à ce moment-là, je me dis: «Vas-y, je vais arrêter, ça en vaut pas autant la peine», Mmh tu vois? mh. Ça en vaut pas autant de fatigue, faut que je passe à un niveau supérieur. Et c'est de là, avec cette réflexion, tout bêtement, encore une fois financièrement, Ouais. que je me pose. En fait, je regarde le corps de la femme et je réfléchissais comme ça, je me rappelle. J'étais dans mon lit et cetera et je me réveillais chaque matin, je me disais: «Purée, je vais lancer quoi comme idée de business?» Et tu sais, aujourd'hui, bah, beaucoup de mes clients sont aussi comme ça, en mode, «Ouais, j'ai envie de faire des trucs, mais je Mmh. sais pas quelle idée de business avoir». Ouais. Et moi, à cette époque-là, je me rappelle que j'avais pas aussi la bonne réflexion. Bah, je prenais le corps de la femme et je partais de sa tête et jusqu'aux pieds, et je me disais: «OK, dans sa tête, qu'est-ce qu'ils mettent? Les chapeaux, les ci, les ça. Mmh OK, mh. quand on descend un peu, là, il y a quoi comme business? Bah, il y a le business des extensions de Waouh! cils, des lentilles, des trucs, du mascara, des lunettes, des accessoires et tout». Après, quand je descendais, tu vois ce que je veux dire? Je descendais Mmh. plus le cou. Tous les business qu'il y a autour du cou, Mmh. bah, les bijoux, les écharpes, enfin, tu vois? Je pensais vraiment à Ouais. tous les, Mmh mh mh. enfin, j'essayais de réfléchir comme ça, et j'arrivais pas à trouver parce qu'il y avait trop de business justement. J'arrivais pas Ouais. à trouver. Il y avait des business qui demandaient beaucoup de fonds d'investissement, Mmh. d'autres non. Hem et à ce moment-là, je voulais lancer ma propre marque de bijoux parce que j'aimais trop ça. OK. Encore une fois, j'avais pas assez de fonds d'investissement. Quand tu es jeune, tu vois, tu pas assez d'argent Mmh pour mh ça. mh. Je regarde, vu que j'étais dans l'esthétique, je faisais du henné, je vais dans tous les sites, de «beauté» entre guillemets qu'il y a en Île-de-France, Mmh. et je regarde tous les services qu'ils proposent. Donc il y avait plein de services, encore une fois, qui me demandaient aussi un fonds d'investissement que je Ouais. n'avais pas, et là, je vois extension de cils ou ongles, donc je me suis dit: «Tu sais quoi? Au pire, quitte à aller au lieu d'aller dans un autre domaine, je reste dans l'esthétique et je vais juste me diversifier avec un autre truc». Mmh. Je teste les ongles, du coup, bah, je sais faire les ongles, mais je les ai pas fait sur les gens. Après, je suis OK. pas non plus la meilleure, mais je sais faire les ongles parce que j'ai aussi appris en autodidacte. Mmh. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore la boîte chez moi, en bas de mon lit, avec, tous Waouh! les matos et cetera de quand j'avais commencé à l'époque. Waouh! Et j'ai testé, mais je voyais que ça me demandait beaucoup d'argent aussi au début pour, investir dans plein de trucs, et il y avait moins de
beaucoup d'investissement, en tout cas au départ, quand on se lançait dans l'extension de cils. Et à force de regarder des vidéos d'extension de cils, c'est devenu mon ASMR visuel. Genre, je commençais grave à kiffer et tout. Ouais. Et pareil, je me lance en tant qu'autodidacte. C'était en 2019. Donc, c'est comme ça que je bascule à l'extension de cils. Puis après, je prends genre une vingtaine, trentaine de personnes, mais gratuitement. Et c'est les personnes qui m'écoutent, ne faites jamais ça. C'est pas parce que je l'ai fait que c'est un bon conseil. Mais moi, je le fais parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas bien formée en business, etc. Et même, je manquais de confiance en moi, je pense. Et j'ai pris mon temps total à pouvoir vraiment le faire correctement parce que moi, je sortais pas d'une formation. Ouais. Là, aujourd'hui, mes élèves, quand ils se forment par ma formation, sous même pas 30 jours, ils peuvent directement passer en prix basique. Tu vois, ils peuvent se retirer des prix de lancement selon leur manière d'exercer avec sérieux, etc. Alors que moi, j'ai pris genre 6 mois après avoir pratiqué, fait des modèles, fait ci, fait ça, etc. avant de me poser sur les réseaux sociaux et d'assumer ce que je faisais, tu vois. Et encore, je faisais encore plein d'erreurs. Parce que bien sûr, quand tu travailles de façon autodidacte, c'est totalement différent que quand quelqu'un d'expert te dit toutes les erreurs que tu dois pas faire. Donc moi, je prends beaucoup de temps à me lancer, mais je me lance dans l'extension de cils et de là, on suit le fait que j'exerce, je fais ce que j'ai à faire, j'apprends beaucoup de mes erreurs parce que je me forme toute seule du coup. Donc pendant 1 an, c'est comme si j'étais en formation moi-même toute seule, même si je faisais mon argent. Dès que je me lance, même si c'était 6 mois après que je publie officiellement ce que je fais, même si tout mon entourage et ma ville savait déjà que je faisais l'extension de cils, quand je me lance sur les réseaux sociaux, genre dès les 3e mois, dès un trimestre après, je commençais déjà à faire un SMIC d'argent, ce qui est en gros quand même pas mal dans la moyenne de ce qu'on peut générer en tant qu'esthéticienne quand on se lance, etc. Et puis c'était devenu ma norme. Je commençais même à faire genre un SMIC sur la semaine, etc. Tout en travaillant du coup à côté. Parce qu'à ce moment-là, j'étais en BTS du coup. Ok, oui, c'est vrai. Et c'était aussi au moment où du coup j'étais dans une relation amoureuse qui n'était pas saine du tout. Et que je rendais passant aussi, je pense, par mes propres blessures, etc. Et donc je devais jongler un peu avec tout ça, quoi, tu vois. Ces 3 trucs, y compris l'atmosphère familiale qui était quand même pas mal toxique. En fait, j'avais rien dans mon environnement qui était sain, littéralement. Ni moi dans ma tête, parce que je remarquais qu'en fait, j'avais plein de blessures, etc. et tout. Et hormis mon business qui, lui, était sain, tu vois. C'était juste mon business. C'était ton seul Exactement. refuge. Et je travaille. Et 3 ans après, je passe formatrice. Et passer formatrice, c'était juste... En fait, c'était pas logique pour moi de passer formatrice. Ah ouais? Ouais, quand t'exerces dedans, tu te dis pas tu vas passer formatrice. Parce que dans l'esthétique, si tu préfères, quand t'es juste esthéticienne, on voit les formatrices comme des big boss, entre guillemets. On voit les formatrices comme vraiment les niveaux supérieurs. Et c'est des filles qui ont des instituts quand même, c'est des femmes qui ont des instituts, qui ont des équipes. Tu vois que c'est pas rien en fait de passer formatrice. Et du coup, tu te dis, naturellement, quand tu te compares à ça, tu te dis, si je me lance, ça veut dire que je dois avoir un institut, je dois faire un prêt, je dois avoir beaucoup d'argent, je dois avoir des employés. Et en fait, tu vois, tu dois proposer des kits et tu dois proposer ta propre marque. Et en fait, naturellement, on pense comme ça par rapport à ce qu'on voit. Mais du coup, je me dis, purée, je peux pas me lancer formatrice maintenant, etc. Je sais je commençais déjà à créer du contenu pour impacter et aider des personnes et tout le reste, dans le développement personnel, etc. Je vendais aucune offre à ce moment-là de business, c'était vraiment juste pour level up ensemble. Tu vois. Et il y a 2 copines, pas mes copines à moi, mais 2 meilleures amies, qui me contactent et qui me disent, ouais, Préta, en gros, X s'était formé dans un institut et Y s'était formé dans un autre institut. Et elles ont été malignes, elles ont fait exprès de se former dans 2 formations d'extension de cils, mais des instituts donc, que je connais encore aujourd'hui et qui sont quand même des grosses têtes dans l'esthétique aujourd'hui en France. Et quand elles m'ont envoyé un message, elles m'ont dit, ouais, on a fait une formation, mais on a l'impression qu'on connaît pas les courbures, on n'a pas maîtrisé ça. Et je leur ai dit, les gars, moi je suis juste technicienne de cils, donc je peux pas vous aider. Mais en soi, on a quand même fait un appel. Et quand je fais l'appel, j'étais trop enjaillée de enseigner à quelqu'un. Et c'est là où parce que j'ai testé, entre guillemets, ou que je me suis donné l'occasion de juste faire un appel déjà, parce que j'avais pas la prétention de me dire, vas-y, je vais vous former, tu vois. Je pense que j'avais pas encore confiance en moi, ou peut-être inconsciemment, j'y pensais même à peut-être le syndrome de l'imposteur ou autre. Quand je fais l'appel, elles me disent qu'il manquait ça. Je leur dis, vous savez quoi, je fais un deal. Je leur dis, moi, je suis pas sûre de bien vous former, parce que je suis pas formatrice, tu vois. Et en plus, là, je rivalise avec des connaissances de gros instituts quand même, tu vois. Je leur dis, je vais me déplacer, je vais venir sur place, on fait un jour ensemble, et je vais voir tout ce qui vous manque, et je vais vous l'enseigner. Et si en soi, je vois qu'il vous manquait rien, au pire, on pratique ensemble en tant qu'esthéticienne, et que ça coûtera 100 € la journée. J'étais quand même en mode business, donc je place quand même un petit prix. Donc que ça coûte 100 €, etc. On ne paye que 50 €, et après, on voit pour le reste, etc. Je fais un petit sommaire, un petit livret, mais merdique, pendant que je suis dans le RERD et tout. Et c'est comme ça que commence ma première formation, tu vois. J'ai encore les photos, j'ai encore son contact, etc. à cette personne. Je fais la formation, je kiffe grave former. Genre, c'était trop une dinguerie pour moi d'être debout comme ça, j'enseignais à 2 femmes et tout. Tu sais, je me sentais en mode waouh! Genre, en mode, je suis cette femme et tout. Tu peux le faire, en fait. Ouais, exactement. Mais du coup, ça ne s'est pas arrêté. J'ai lancé ma formation, genre, quelques semaines après. Tu sais, moi, je passe rapidement à l'action. Et du coup, je commande mes tables de massage.
Mes parents sont propriétaires, du coup, je pouvais exercer dans l'une des chambres qu'on avait, parce qu'en gros, tu pas le droit d'exercer si tu que locataire. OK. Donc je commençais à exercer et bah, 3 ans après, c'est plus de 350 femmes que j'ai formées dans les 4 coins de la France. Waouh. Cannes, Lille, Paris, Marseille, Avignon, un peu partout, Mmh. dont plusieurs, Mmh. un peu plus d'une dizaine qui sont devenues formatrices dans leur Mmh. domaine aussi, donc Ouais. des élèves que j'avais formés. Et puis après, bah, 3 ans après avoir fait de la formation, je lance le premier programme en France qui s'appelle Devenir formateur, Mmh. et qui, permet aux esthéticiennes cette fois-ci de passer formatrice. Parce que, après avoir réussi, y compris financièrement, Mmh. et me placer dans les top 10 des personnes, bah, esthéticiennes en tout cas qui généraient ce type d'argent, essence locale et sans salarié aussi, Mmh. et bah, j'ai, bah, commencé aussi à vouloir envie vraiment de dire aux esthéticiennes qui exerçaient déjà depuis 5 ans, 6 ans et cetera, de dire: «Ouais les gars, c'est bon, genre, on va mettre de côté le syndrome de l'imposteur là, Ouais. le manque de confiance en soi et vous Mmh. allez, je vais vous faire comprendre moi que c'est bon, c'est plus un tabou en fait de parler de ça, de la formation et cetera». Parce qu'il y avait Mmh. vraiment ce délire de: «On peut pas l'être, on n'est pas légitime», Ouais. tu vois? Ouais. Et je pense que les formatrices au-dessus n'aident pas aussi à mettre en confiance, Bien tu vois? sûr, ouais. Et du coup, je suis vraiment venue casser ce truc de se dire: «Ouais, si vous êtes là, vous pouvez passer là aussi». Mmh Et mh. j'ai un peu ouvert ce portail Mmh. de se dire: «Ouais, mais même si tu as 21 ans, tu peux être formatrice», Mmh. tu vois? Waouh. Même si tu as 20 ans, tu peux être formatrice. Si ça fait depuis 3 ans que tu fais les ongles et que tu les fais hyper bien, tu peux Mmh. commencer déjà avec une formation basique, nin 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 et cetera. Et là, je lance le premier programme en juin quand j'étais au Japon. Donc c'est trop bien parce que j'avais initié ce programme en étant aussi dans un autre pays. Donc moi, Mmh. j'ai évolué aussi dans l'entrepreneuriat à ce moment-là. Et c'était 100 distanciel, tu vois? Il y Mmh. avait des coachings mercredi et dimanche et c'était 100 garanti. Donc c'était 2 800 € la place, OK. pour passer en gros formatrice, mais pas que sur les déclarations administratives et cetera. C'est 90 de business, de comment savoir vendre, quelle posture avoir, comment, communiquer sur les réseaux sociaux, le copywriting, le storytelling et cetera, enfin tout, Mmh. et comment, bah, ouais, vendre et cetera et cetera. Et il y a Kenji de Guadeloupe d'ailleurs, Mmh. de la Dom qui elle, du coup, a dépassé les plus de 10 000 € de chiffre d'affaires, tu vois? Du coup, c'est trop Waouh! cool. Tu Ouais. formes un client, au bout d'un moment, vous devenez collègues sur les performances que vous faites et cetera, tu vois? Waouh. Et il y a eu 90 de réussite avec des filles qui ont fait 5 000, 3 000, 4 000, alors que de base, elles étaient dans la précarité quand elles étaient que esthéticiennes, Mmh, 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 tu vois? mmh. Donc Waouh. voilà. Et puis entre-temps, après, j'avais ma double casquette de coach. Mmh. Bah, forcément, quand tu réussis dans ton activité, que ça avance, qu'il y a des résultats et cetera, bah, quand j'étais formatrice, j'avais aussi la double casquette de coach business. Coach Je pouvais business, accompagner ouais. des coachs sportifs à avoir plus de clients dans leur activité, ce type de choses et tout. Et en fait, si OK. tu remarques bien, c'était juste une suite logique. Dès que j'apprenais une compétence, bah, quand je devenais expert dedans, je créais une formation par rapport à cette Oui, compétence. oui, Dès oui. que je devenais expert dedans, je créais une formation par rapport à cette compétence. Dingue. Et je faisais que ça, en fait, tu vois? Ouais, Donc, dingue. Et c'est ce que tu recommandes, aujourd'hui ouais, de faire? littéralement. OK. Ouais, littéralement. C'est tout bête, mais on ne le réalise pas qu'en fait, on peut lancer des business à partir de compétences qu'on a, Mmh. au lieu d'aller constamment trouver une idée de business de ce que les autres ils font, de ce qui marche chez eux, en fait. Waouh. Tu comprends? Mmh, 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 mmh. Et ouais. Et en plus, tu le fais avec, tes valeurs, avec ta personnalité, avec ce que tu as vécu et tout, et du coup, tu te crées ta propre petite maison, quoi. L'entrepreneuriat, Waouh. c'est ton chez toi, quoi, tu vois? Waouh. Donc ouais. OK, c'est hyper, hyper intéressant, cette vision que tu as des choses et ça me permet de compléter sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Ici, on ne fait pas l'apologie de «n'allez pas à l'école» parce que tu es vraiment l'exemple inverse totalement de ça. Donc je sais pas si certains se sont dit qu'on était en train de leur dire d'arrêter l'école, c'est pas du tout le cas. Oui, c'est important de faire Parce la petite que parenthèse, par c'est contre. oui. Parce que moi, je parle de mon vécu, mais faisons la parenthèse. Non, mais parce que tu es vraiment l'exemple hyper inverse de ça, parce Oui, que, c'est vrai. bah, moi, je te suis et je sais que tu t'es pas levé un matin en te disant que tu vas monter toutes ces activités. Tu t'es toi-même aussi formé. On parle de Oui, oui. l'importance de la Mmh. formation. On n'est pas en Mmh. train de parler de aller à l'école Ah pour oui, aller à l'école. ouais, Il je y me a suis l'im pas arrêtée à l'école et j'ai exactement, pas appris tous les jours, j'étais une matrixée exactement. de en fait, j'ai fait l'école à la maison, mais Mmh. j'ai fait l'école. C'est Mmh juste que mh. j'ai fait une école différente, mais j'ai littéralement fait l'école. Ouais. Oui, oui, c'est ça, C'est tu hyper raison. important, l'importance de la formation et je vais vraiment Oui. insister là-dessus parce que, on ne sait pas comment, Oui, tu bah, raison. les gens peuvent prendre les Oui. choses. Non, formez-vous, c'est important. Comme tu me disais, même en privé, c'est hyper important parce que ça te travaille aussi, ta légitimité, ta confiance en toi. Donc oui, formez-vous. Elle s'est formée, elle a eu des coachs, des Oui, mentors, à l'âge de c'est 23 ans, quand j'ai fait ma première année de mmh, formation, ouais, bah, j'avais payé 5 000 €. oui, Bah, je me justement, souviens de ça. oui, voilà, bah, justement, quand je passe mon bac+3, du Oui. coup, avant de passer à mon bac+4, bah, du Mmh. coup, c'est là où j'arrête. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce dilemme, je devais soit repayer 5 000 €, mon bac+4, Mmh. ou soit payer 5 000 € du coup mon mentor à cette époque-là. Ouais, C'était le même prix littéralement. C'est ouais. pour ça que j'étais face à un choix littéralement à faire, Mmh, tu mmh, comprends? mmh, Il y mmh, avait ça aussi. Et d'ailleurs, finalement, j'ai presque même pas fait de choix entre guillemets, dans le sens où
j'ai quand même dû payer 5 000 € parce qu'en fait, j'avais déjà payé. Tu Et devais un descendre mois après, âgé. ouais, et un mois après, j'ai dit: «Oui, est-ce que je peux partir? C'est bon, on n'a même pas commencé les cours et tout, est-ce que je peux me casser?» et cetera. Ils ont dit: «Bah non, là, c'est mort et tout». Mmh mh. Encore sur la première semaine, on aurait pu te faire partir et te re-renter 5 000 €. Sur la Mmh. deuxième semaine, on aurait pu te rendre genre, 3 000 et quelques, je Ah sais oui, pas je quoi et comprends. cetera. Mais là, sur le m s on était juste à un mois, on n'avait même pas commencé les cours, c'était une dinguerie, genre. Ouais, Et ouais. ils m'ont dit: «Non, c'est pas possible». Et du coup, j'ai regardé le contrat et cetera. Sur le moment, j'avais pas compris, je boudais de fou. Mmh. Mais avec le temps, moi-même qui suis entrepreneuse, bah, je comprends, tu as réservé une place, c'est comme ça et puis basta, tu vois? Ouais, Tout le monde va pas s'adapter à toi parce que toi, tu as décidé de prendre un autre bien choix. sûr. Et du coup, j'ai quand même dû payer 5 000 €. Mmh. Donc j'avais 5 000 € de crédit dans mon compte Crédit Agricole que je devais payer chaque mois et cetera. Mmh. Mais malgré ça, c'est pas pour autant que parce que j'avais le crédit et que j'avais quand même payé, bah, que Mmh. je suis quand même partie, faire mon bac+4. Mmh mh mh. Donc j'avais quand même cette petite dette à payer et j'ai quand même payé 5 000 € Mehdi. À ce moment-là, d'ailleurs, j'étais à découvert. Donc j'ai dû charbonner chaque mois Mmh. pour avoir la mensualité que je devais avoir. En gros, je faisais de l'argent en tant que technicienne de cible, mais Ouais. j'étais très forte à faire de l'argent, mais j'étais trop nulle à l'épargner. OK. J'avais pas compris que c'était 2 attitudes, 2 mentalités différentes et Mmh cetera. mh. Donc j'étais nulle à épargner et donc je faisais des l'extension de C, je mettais de côté, je mettais de côté. Je lui devais des mensualités de 900 et quelques, je pense, parce que j'ai pris le paiement plusieurs fois pour le payer. Ouais. Et bah, du coup, j'avais décidé de payer Mehdi. Mais par contre, oui, j'avais arrêté l'école. Et par contre, j'ai été formée par un coach en entrepreneuriat, en développement personnel sur une année complète, tu Mmh vois? mh mh. Et Donc au il me final, semble j'ai aussi que quand même tu as aussi une coach en éloquence, ouais, à un moment, à ouais. un moment, ouais. Heu, Donc c'est hyper enfin pour moi, c'est vraiment, tu es vraiment tout l'inverse, on va dire du décrochage, de la formation, en fait. Tu oui, as quitté, tu as abandonné l'école, mais c'est important de se former et de continuer ouais, à se c'est important, former ouais. et je veux pas que les gens pensent que, là, on est en train de leur dire: «Arrêtez l'école, lancez-vous dans des business», sans Mmh. pour autant être formés. Ah mais oui, grave, Donc grave, ça me paraissait totalement. important, Non mais d'apporter très bien un que peu, tu l'aies dit, ouais. Parce qu'après on va mettre des gens au chômage et tout. exactement, On n'est non, pas dans on ça. ne sommes pas responsables. Qui sont clairement pas Non, c'est des responsables. risques à assumer, hein. C'est des Exactement. risques à assumer. Derrière, faut être responsable, faut avoir la vision, faut avoir la foi, faut Mmh, foncer, faut mmh être mh, mmh. déterminé. Oui, quand tu fais des choix comme ça et que tu sors du système, du CDI, même Ouais. aujourd'hui, Mmh. même si, tu vois, je fais de l'argent et cetera, ça fait depuis 3 ans, 4 ans que je suis officiellement à mon compte et que financièrement je suis stable et cetera, que ça se passe bien. Mmh. Même malgré ça, tu vois, aujourd'hui, j'ai pas d'enfant, je suis pas encore Mmh. fiancée, je suis pas encore mariée et cetera, Mmh. mais c'est des projets qui vont venir. Et à chaque fois, je me dis que je sais, genre tous les jours, je me réveille, je sais que je suis dans un système qui demain il peut se passer des hauts et des bas dans l'entrepreneuriat. Tu peux tout Mmh. avoir et tu peux tout perdre aussi. Ouais, Je peux te ouais. grailler une sauce, je sais pas, tu vois, c'est trop C'est délicat les chaud, réseaux ouais. sociaux, tu Ouais, vois? C'est ouais. chaud. Et tous les jours, même encore aujourd'hui, même à un niveau où tu as l'impression que tu peux relax en disant: «Ah c'est Mmh. bon, j'ai réussi» et cetera. Tous les jours, Ouais. je le sens et je le vois que je n'ai pas pris le schéma classique. Il suffit que quand je suis un peu malade ou que je suis fatiguée ou que mentalement, tu vois, bah, comme je te l'ai dit, que c'est compliqué et Mmh. cetera, tu peux pas dire à tes clients: «Ouais, nanani, nin Tu es pas Mmh. forcément directement autant protégé que des salariés qui peuvent se mettre en arrêt et puis basta. Nous, c'est Mmh. pas pareil, tu vois? Ouais. Il suffit que tu sois malade, qu'il se passe un truc, tu tombes sur un client qui est peut-être un peu sévère, un peu dur et cetera, peut-être moins empathique Ouais. et il est légitime. Bah, il coupe ton contrat, tu dois lui faire son remboursement, enfin et tous les jours, on le sent que Ouais. quand tu es entrepreneur, c'est pas pareil. Tu as pas le même luxe que quand tu es, tu vois? Mmh mh, mmh mh. Et ouais et tout ça, faut s'y tenir informé et franchement, je trouve que c'est plus tu avances dans l'entrepreneuriat, plus tu le vois, en fait, à quel point tu es vraiment dans un milieu risqué Mmh mh, mmh et mh. que encore une fois, c'est pas fait pour tout le monde, tu vois? Ouais. Donc ouais, faut vraiment faire gaffe quand on met les pieds dans l'entrepreneuriat, savoir où tu vas, quoi. Ouais, ouais, ouais. Examiner les risques, c'est Exactement, ouais. hyper important. Donc toi, aujourd'hui, avec, Self-Made Club et avec tes coachings, il y a un point sur lequel tu insistes énormément, c'est la discipline. Oui. Et je voulais savoir, comment est-ce que, bah, déjà toi-même tu le vis au quotidien? Qu'est-ce que ça implique, de se discipliner? Et comment est-ce que cet, état d'esprit, est vraiment devenu, vraiment un trait de Ma caractère de la norme, personne, et ta norme, quoi? ouais. Lorsque j'ai passé les 3 années les plus sombres de ma vie, c'était les 3 années où je ne savais même pas ce que le terme discipline voulait dire, mais au sens premier degré du terme. OK. Genre, je ne savais pas même d'un point de vue dictionnaire et cetera, ce que ça voulait dire, y compris le sens responsabilisation. Et donc, bon, pendant 3 ans de ma vie, en fait, c'était, les 3 années où je ne savais même pas, pourquoi j'agissais comme j'agissais, Mmh. pourquoi je pensais comme je pensais. Parce que du coup, j'avais pris aucun d'ailleurs, traitement médicamenteux. Mmh. Donc j'étais pas partie voir de psychiatre alors que je devais absolument. Pareil, je suis ni partie en hôpital psychiatrique par rapport aux problèmes que j'avais et j'avais ni même consulté un psychologue, en gros. En gros, j'avais eu aucun suivi, tu vois? OK, d'accord. Donc quand tu as aucun suivi, qu'est-ce qui se passe? Tu as pas de connaissances Mmh. et j'aime bien aussi la parole qui dit dans la Bible que «Mon peuple périt par manque de connaissances», c'est Connaissance bien et ça. ouais.
Hem et quand on dit ça, on a l'impression que c'est hyper ferme et cetera. Mais j'aime bien prendre ce verset aussi tant dans sa dimension, dure comme elle est, ou dans sa dimension légère aussi. Même dans l'entrepreneuriat, même dans la vie tout court, y compris moi sur ce blog de 3 ans, bah, alors j'avais pas de connaissances et je suis trop la caricature de ce verset, j'ai l'impression, parce que justement j'avais tellement pas de connaissances que je périssais par ma propre connaissance à moi en tout cas, tu vois? Parce que vu que j'en avais aucune et que je me basais par mes propres interprétations de comment les gens étaient, par mes propres conclusions, bah, en fait, je me gâchais moi-même la vie, tu vois? Parce que j'avais pas assez d'intelligence émotionnelle, parce que je savais même pas qu'en fait, j'avais certains traumas, certaines blessures et cetera. Ouais. Pendant ce moment-là, en fait, j'ai vécu tellement, toute, je me faisais du mal physiquement et cetera, c'était compliqué. J'ai fait trop d'allers-retours à l'hôpital, Ouais. et j'étais toute seule et j'ai vu à quel point, en fait, j'ai connu ma version de moi totalement dépourvue de discipline et de responsabilisation. Mmh. Et quand tu l'as vu et que tu l'as senti au quotidien, genre, sur la semaine, des fois, je pouvais me brosser les dents une fois, tu vois? Mmh. Dans la semaine, tellement je pouvais pas me lever de mon lit, tellement c'était compliqué, tellement c'était difficile et Ouais. cetera, ouais, tu vois? C'était invivable. Et quand tu as été une boule noire, en tout cas, toi, dans ta tête, bah, lorsque j'ai commencé à vouloir me relever et à avancer, c'est parce que j'avais lu, en fait, ça dans un livre qui disait, Miracle Morning. Ah! Ouais, bah, ce qui Ouais, est drôle, ouais. c'est que j'ai rien écouté de tout ce qu'il racontait là, sur le fait sur le Ouais. yoyo là. J'ai rien écouté de tout ça. Ah, c'est vrai que j'ai lu ce livre aussi. Ouais, c'est le premier livre que j'ai lu et je sais pas si c'est bien ou pas d'ailleurs, mais à cette époque-là, Ouais. je voulais tellement faire quelque chose, je sais pas, j'avais une tu sais quand t'es dans les périodes comme ça, des fois t'as des pics très sombres et t'as des pics très Très, oui. des pics très hauts, on Ouais. dirait tu es la chef du monde, Oui, je vais oui. tout déchirer dans la vie et tout. Ouais. Et j'avais eu ce pic un jour à un moment et c'était pendant la nuit, je faisais beaucoup de nuits blanches parce que j'étais anorexique et insomniaque et cetera. Et à ce moment-là, bah, je vais sur mon téléphone, je me rappelle, mon iPhone 7 et je regarde, pour voir un truc et je vois qu'il est disponible en PDF, tu vois? Donc je Ouais. l'avais pas acheté, je pense, mais du coup, je le vois qu'il est il est disponible en PDF sur internet comme ça, donc moi je lis et ça prend j'aime pas lire d'ailleurs. Jusqu'à aujourd'hui, même si j'aimerais du coup commencer à lire, à ce moment-là, bah, je le bouffe le truc. Genre je le finis mais en une nuit le livre, tu vois? Waouh! Et je m'arrête que sur une seule phrase. Il y a qu'une seule phrase qui me fait un déclic de malade, tu sais? Bien. Et je pense que pendant ces 3 ans, c'est le moment où j'ai eu un peu de connaissances. Où j'ai peut-être accepté d'avoir un peu de connaissances d'ailleurs, tu vois? Pour Mmh. confronter ma manière de penser avec une autre manière de penser et cetera. Et la phrase, c'était dans le Miracle Morning, «Ton degré d'acceptation, en fait, de ce qui se passe dans ta vie, Mmh. heu, te permettra en tout cas de pouvoir, aller au niveau où tu souhaites». Tu OK. vois? Et qu'en gros, si tu refuses de justement rejeter constamment la faute sur les autres aussi Mmh. et de te porter pleinement responsable de ce qui se passe, et bah, justement ton degré de réussite dépendra de ça. OK. Et du coup, la phrase, elle était dure à comprendre parce que moi, je connaissais pas le terme, responsabilisation et cetera. J'étais en mode: «Mais vas-y, qu'est-ce que ça signifie et tout?» Là, il y avait pas de ChatGPT à l'époque. Donc moi, je devais réfléchir dans mon lit et tout, tu vois? Et là, je comprends la différence entre faute, et responsabilisation. Mmh. Tu imagines une femme qui subit une agression sexuelle. En aucun cas, c'est de sa faute si elle a Ouais. subi ça. Et par contre, c'est totalement, genre, de sa pleine responsabilisation de pouvoir s'en remettre, avancer et faire ce qu'elle doit faire, tu Bien vois? sûr, En utilisant les ressources, les énergies qu'elle a, à la fois qu'elle a, enfin, en tout cas, en essayant d'avancer comme elle le souhaite, tu bien vois? sûr. Et heureusement que c'est pas dans la main de son agresseur que se porte pleine Ça responsabilisation de réparation, parce que lui, déjà, il sait même pas pour faire ce type de choses, donc comment tu veux qu'il l'aide et qu'il l'aime, pour pouvoir réparer cette blessure? Donc d'un autre côté, je me dis: «Heureusement que c'est dans notre paume de la main qu'on a tout le potentiel pour réparer, parce qu'il y a que nous qui pouvons nous aimer comme on nous aime», tu vois? Et Mmh. réparer les trucs correctement. Et donc là, je fais la différence entre la faute et la responsabilisation. Et ça, déjà, ça a été un gros changement meuf dans ma vie, parce que moi, je faisais que de rejeter la faute sur les autres. Et c'est vrai, quand tu as été victime d'un truc, quand tu es Mmh. une identité qu'en fait tu même pas voulu créer et que c'est par le comportement des autres, des parents, de ci, de ça que tu es devenu quelqu'un, Mmh. tu as juste envie de dire: «Bah les gars, je suis comme ça parce que c'est vous, c'est C'est à vous, c'est cause de vous. vous, ouais. Genre moi j'ai jamais voulu ça, moi je suis un Mmh. bon gars, moi je suis comme ça, nin nin nin». Et quand j'ai compris que, bah, il y a des gens qui peuvent fauter et que ça peut t'impacter, mais que tu es quand même responsable, c'est là j'étais en mode: «Ah ouais? Ah je suis ah OK! Donc c'est moi qui dois ah OK, OK». Et bref, et c'est tout bête, mais c'est parti de là. Mmh. Et c'est ce seul bout de connaissance, tu vois, qui m'a tiqué dans ma tête et ça m'a fait me sentir tellement seule. Je me suis dit: «Ah ouais, je comprends en fait que même si des gens peuvent m'aider, si moi je veux pas, bah, m'aider moi-même, que, bah, je suis foutue pour foutue quoi», tu vois? Et comme je te l'ai dit, c'était des moments où j'avais des pensées très sombres, très Mmh. noires, Ouais. donc des pensées suicidaires. Ouais. Heu
qui ont fait que je me suis dit, vu que j'avais eu cette parole, je me suis dit: «OK, bon, bah, là, je vais vraiment faire ce que je dois faire» et c'est là où le principe de discipline a commencé à s'installer dans ma vie, tu vois? Parce OK. que je commençais à regarder des espèces de vidéos, mais très lambda, hein, très cliché, hein, Ouais. de David Goggins sur YouTube, des trucs de motivation en anglais, des Mmh gens qui te crient dans l'oreille et cetera et Ouais. tout et ça a vraiment commencé comme ça. Rien que bah, c'était comme ça que déjà je ressentais l'énergie de la discipline Mmh. en moi et par la suite, après, j'écoutais beaucoup de podcasts, beaucoup de choses en lien avec ça, mais c'est pas pour autant que j'étais quand même dans mes mauvaises habitudes, des choses malsaines que je pouvais, me faire subir ou les pensées que j'avais. Parce que forcément, ça part pas d'un coup, tu vois? J'avais Mmh. créé une constance, genre mon corps limite, il avait du mal quand j'étais joyeuse de se dire que il pensait que c'était quelque chose de nouveau, Ouais. tellement j'étais vraiment dans le noir, tu vois? Mmh. J'étais vraiment, habituée à être comme ça. Je me suis inscrite à la salle de sport, Mmh. pas pour, bah, avoir un meilleur corps ou autre, mais pour, justement développer ma discipline. Waouh. Donc en fait, j'ai fait ça exprès pour développer cette compétence. Mmh. J'ai continué encore et encore et encore et en fait, je l'ai travaillé, tu vois? Après, OK. c'est quelque chose qui se travaille, c'est pas Mmh. tous les jours que je l'ai, Mmh. mais c'est comme ça que petit à petit, j'ai vraiment en fait, appris par la discipline à évoluer et à avancer Mmh. et c'est aussi parce que j'ai goûté aux résultats de la discipline. Hem, Bah, du coup, je sais que tu es chrétienne. Mmh. Tu sais, lorsque tu vis des épreuves, des fois, on s'en rend pas compte de pourquoi on vit certaines épreuves, genre compliquées et même si on a la foi, des fois, on pense que, vas-y, parce que Dieu nous le dit: «Ouais, on aura un résultat, une bénédiction derrière, Mmh. donc faut tenir bon». On peut se l'imaginer, mais des fois, on sait pas à quel point la bénédiction, ça peut être une dinguerie Mmh et mh. moi, ça, je l'ai trop vécu. Genre, quand je tenais par discipline, tu vois? Je Ouais. faisais ce que je voulais faire et des fois, je j'avais même pas de: «Ouais, peut-être que je vais recevoir ça en retour», tu vois? Je faisais Mmh. juste ce que je devais faire Ouais. et derrière, ce que je recevais en retour sur, comment je me sentais, comment ça allait mieux, comment ce Mmh. type de choses et cetera, je me disais: «Waouh, c'est un truc de ouf», ça me faisait péter un câble, tu vois? Ouais. Y compris même financièrement, quand je tenais bon, y compris sur plein de trucs, en fait Ouais. et je me disais: «Waouh» et c'est après coup que je me disais: «Waouh, heureusement que j'ai fait ça par discipline parce que je savais pas du tout que ça allait me donner ça». Ouais. Et pourtant, même si c'était très dur à faire, c'était chiant, c'était ennuyant, parce que les gens, ils glamourisent la La discipline. discipline, ouais. Ouais Mmh. et sauf que moi, quand je travaillais par discipline, c'était pas amusant. J'étais pas là à boire mon matcha et à être heureuse d'être Ouais. disciplinée parce que j'ai écrit de petites paroles le matin et que j'ai prié et cetera. C'était dur, c'était trop pénible, c'était chiant. Genre des fois, je me réveillais le matin, je pleurais, mais je faisais quand même par discipline, tu vois? Ouais. C'était vraiment horrible et c'était difficile à appliquer. Mais derrière, en fait, ce qui se passait dans ma vie, c'était tellement waouh que, bah, petit à petit, j'ai commencé à garder la foi et bah, développer aussi mon principe de foi, de comprendre, en fait, que quand on fait pas que les choses qu'on a envie de faire, mais Mmh. qu'on fait les choses qu'on doit faire, Ouais. bah, en fait, tu as aussi un retour sur investissement qui est incroyable et que tu n'auras jamais quand tu fais les choses que tu veux Tu as juste juste faire. envie, ouais. Ouais, en fait, ouais. Mmh mh Donc ouais, c'est comme ça que je l'ai développé petit à petit et après j'ai fini par l'incarner, quoi, tu vois? OK. OK. Bah, du coup, on va parler un peu, bah, tes 2 dernières, activités, projets que tu as Ouais, lancés. Le premier qui, prend une grosse place aujourd'hui, c'est, le club que tu as lancé qui mmh s'appelle le Safe Made c'est Club. Est-ce ça. que tu peux, nous en parler un peu, Ouais. dire à quoi ça consiste? Et concernant le self-made club que j'ai créé, du coup, Mmh. je l'ai créé là depuis, bah, récemment, depuis janvier 2025 sur cette année et bah, comme tu l'as compris, je suis technicienne de cils et je suis aussi, bah, formatrice dans ce domaine Mmh. et coach aussi pour des esthéticiennes et dans Doodle Things, tout se faisait que dans l'esthétique. Même si j'aspire à ramener l'entrepreneuriat dans l'esthétique et cetera, je voulais aussi, vraiment, me retirer aussi un peu de l'esthétique sans abandonner cette activité, mais à continuer de la faire vivre mais quand même vraiment genre, être coach business, mais qu'on me voit davantage aussi en tant que coach business et pas qu'en tant que formatrice et cetera, parce que ça n'a jamais été mon but premier, tu vois? OK. Limite, je me considère pas forcément comme esthéticienne d'ailleurs, OK. mais comme formatrice et coach davantage. OK. Parce que ça fait depuis un petit moment que j'exerce pas forcément l'extension de cils, sauf pour pratiquer et cetera. Mmh mh. C'est pour ça que je lance le Self-Made Club officiellement et le Self-Made Club, pardon, il a pour objectif de rendre la réussite accessible aux femmes, donc par le développement de l'état d'esprit Mmh. et par l'entrepreneuriat. Comme tu as compris avec tout ce qu'on vient de dire, moi l'entrepreneuriat, ça m'a permis de me développer dans trop de points, Mmh tu mh, vois? mmh. Et puis voilà, je les aide aussi particulièrement sur la réussite financière, parce qu'aujourd'hui, c'est encore tabou en France, y compris dans beaucoup d'origines et cetera, pouvoir vraiment, démocratiser ça, y Mmh. compris la connaissance qu'il faut avoir, que ce soit pour faire de l'argent, pour savoir l'épargner, pour savoir l'investir, Mmh. pour savoir l'utiliser et cetera. Beaucoup de personnes aujourd'hui l'utilisent que comme un moyen de dépenser, par exemple, Ouais. et pas comme un moyen d'investissement ou de ce type de choses et cetera. Mmh mh, mmh. Donc voilà, le Self-Made Club, il y aura tant un pôle événementiel, avec un événement de pilates, par exemple, que j'avais fait la dernière fois, tout Mmh. frais payé et cetera, tu vois? Mmh. Et il y avait aussi, là, par exemple, le Self-Made Project. Donc ça, c'est une formation payante, justement. Je vais sortir l'édition 2, bientôt. Donc là, c'est vraiment le programme des personnes qui veulent aussi investir en elles financièrement, pour Mmh. vraiment que je puisse être leur coach, pour les aider à faire aussi tout ce que j'ai pu faire et à elles faire ce qu'elles souhaitent faire par rapport à leur personnalité, que ce soit pour des personnes qui ont pas d'idée de business et lancer,
un business en lien avec leurs compétences, leur personnalité, etc. Ou pour des personnes qui ne réussissent pas encore sur leur visibilité, sur leur chiffre d'affaires, etc. Mmh. Et puis, du coup, voilà. Et le self-made podcast, du coup, OK. que je mets aussi. Donc, tu vois, il y a divers branches dedans. C'est un truc que je veux vraiment développer à force, etc. Mais voilà, grosso modo, c'est vraiment ramener la réussite financière des femmes, tu vois, par l'entrepreneuriat, etc., quoi. OK, donc c'est un projet un peu, c'est un projet complet qui mélange Ouais, événementiel, exactement. coaching et Exactement. du coup le podcast qui va être lancé quand d'ailleurs? Qui va arriver, bah, je pense que là, au moment peut-être où ça sera publié, c'est déjà, Si tu déjà d'actualité sur, lancé, ouais, je le mois de pense. juillet. Ouais. Self-made podcast, du coup, OK. sur YouTube ou sinon, chez Sprita, OK. sur mes Est-ce que réseaux tu peux me sociaux. donner des exclus un peu? Qu'est-ce qu'on va pouvoir Sur le voir? podcast, Oui? bah, là, le premier podcast, par exemple, c'est avec Kenji de Guadeloupe. C'est l'une des élèves que j'avais formée, mais qui est devenue une amie avec le temps, Mmh. bah, qui était dans mon programme Devenir formateur, OK. que j'avais fait en juin et elle est passée d'esthéticienne à formatrice Waouh. et du coup, elle s'y attendait pas du tout. Elle était dans la précarité de base à découvert et elle est passée à plus de 10 000 € de chiffre d'affaires Mmh. et aujourd'hui, c'est devenue la top 3 des, formatrices d'extension de style en Guadeloupe. Waouh! Donc c'est incroyable, ouais. Bah, Et puis, bah, voilà et du coup, on parle un peu de tout ça, mmh. sachant qu'entre-temps, pendant le programme, elle avait perdu, son chéri et elle nous parle comment elle vit et comment elle fait avec une petite fille justement à quand même entreprendre, surmonter les hauts, les bas et cetera. Donc c'est un peu ce type de discours, de choses, de résilience qu'on verrait un peu dans le self-made, tu vois? De comment avancer, réussir et quand même tenir bon malgré les hauts et les bas de la vie dans le podcast, et cetera. OK, très bien. Bah, on a hâte de voir ça et au moment où le podcast sortira, on ira tous, C'est gentil, regarder, merci, donc merci. voilà. En tout cas, merci à toi, encore une fois, d'avoir accepté cette invitation, même si j'ai l'impression que, on a encore plein de choses à se Grave, dire. On a pourquoi pas, encore il me plein donne un épisode 2. bah oui, Peut-être que je pourrais ah! t'inviter dans mon podcast carrément, Qui si ça sait, peut qui être bien. sait? OK, OK. Et ouais, hyper intéressant. J'espère que toi, tu as aimé aussi passer C'était ce incroyable. petit moment, Ah, c'était avec incroyable. nous et voilà, encore une fois, je tenais vraiment à te remercier. Ça représente, beaucoup pour moi que tu sois là aujourd'hui. C'est Merci. un peu comme un aboutissement parce qu'on avait Oui, des on s'est vu grandir, on conversations, s'est vu grandir, ouais. ouais, Mmh. donc voilà, merci à toi. Bah, merci à toi et en tout cas, bah, pour toutes les personnes qui la regardent de sa communauté et de ma communauté aussi, n'hésitez pas à mettre un maximum de cœur, la soutenir, c'est super important et je suis fière de toi. J'espère que tu iras loin sur ton podcast. J'en Merci doute pas en tout beaucoup. cas, j'ai la foi. Merci beaucoup, merci. Alors merci, pour cet, épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. C'est un épisode qui était tourné autour de poser des actions concrètes et surtout être, discipliné, se former. J'espère en tout cas que, ce podcast vous a inspiré, à vous aussi aspirer à grand, ne pas avoir petit et surtout rien n'est impossible. Rien n'est impossible à partir du moment où vous prenez vos propres responsabilités et vous décidez d'avoir, un destin, une vie différente de celle qui vous a été donnée ou déjà tracée. Quant à nous, on se retrouve, très bientôt dans un nouvel épisode de Aspire à inspirer.